Nous sommes ici pour parler un petit peu d'esthétique décor dans la fantasy et la romantasy. J'ai des intervenantes de talent avec moi. D'abord, Roxane de Dambre, romancière à qui on doit notamment, alors moi je t'ai découverte au travers d'Animae, et aujourd'hui c'est Alba Sloan, j'allais dire Sloan, je vais y arriver. En plus, il y a des fans, donc il faut que je fasse attention. Donc un certain nombre de trilogies, de cycles que tu as déjà écrits. Et on pourra te retrouver aussi sur le stand d'Imaginaire. À côté, nous avons Fleur Hopkins Lauferron. Alors, je veux pas dire de bêtises, donc tu es historienne d'art avec un doctorat sur la SF et notamment sur le mouvement du merveilleux scientifique. Ta thèse a été récompensée par le prix Essai Ouest Hurlant et par le prix Jules Verne. Et cette année, c'est deux actualités, c'est Génération Body Aurore. Alors, pour Roxane d'Ambre, on a Salamandre et voilà. Génération Body Aurore avec Morgane Cossarieux. Et Dark Romance, le guide amoureux, deux essais de qualité. Et hop, je vais y arriver, je suis vraiment pas doué, hein. Je suis impressionné. Et Céline Crégu, docteur en lecture anglophone à l'université de Poitiers. On te doit notamment des recherches autour d'axes qui mêlent littérature, musique et cinéma, et notamment sur la représentation du vampire masculin. Et alors après, je ne savais pas ce que c'était, j'ai pas eu le temps de chercher sur le Metal Study, donc peut-être que tu pourras nous dire ce que c'est, avec notamment des articles universitaires qu'on peut retrouver. La première question, puisqu'on parle de l'esthétique du corps dans la fantasy et la romantasy, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'est la romantasy? Parce que je pense que le terme n'est pas encore connu de tout le monde. Qui se lance? Éventuellement, je peux peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, je m'entends pas tout à fait. Ouais. Ouais. Je vais essayer de parler fort, mais là, voilà. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'on s'entende tous. Donc, concentrons-nous. La romantasy, c'est vraiment un mélange de romance et de fantasy, mais c'est absolument impératif qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de romance, il n'y a pas de romantasy. Et c'est un genre qui est plus ancien qu'on ne le croit, qui a traversé toute la fantasy. Et aujourd'hui, par exemple, l'une des grandes représentantes de la romantasy, c'est Kingfisher, par exemple, qui écrit des romantasy dans lesquelles, dans des villages d'ogres, d'orques et de fées, on a des histoires d'amour qui finissent plutôt bien. Et vous connaissez sans doute aussi Sarah J. Maas avec Un palais d'épines et de roses, qui est un incontournable de la romantasy. Donc voilà, romance et fantasy égale romantasy, mais il faut de l'amour, absolument. Un complément peut-être pour ceux qui lisaient de la bitlit, il y a une grosse différence avec la bitlit? Alors, bitlit, théoriquement, c'est un verbe déposé par jeune. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser comme ça, et on pourrait dire que oui, la bitlit est une des branches de la romantasy. Alors, j'ai une première question qui est par rapport au corps. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'aspects qui restent autour de la beauté, la force, l'homme musclé, la femme dite sexy sur des normes anciennes. Pourquoi cette norme continue à persister aujourd'hui? Alors, c'est vrai que historiquement, la femme en fantasy, elle est très nue et très bien formée. Elle a ce faux l'oripeau. Et c'est vrai qu'on a vu une évolution de ce genre vers des femmes beaucoup plus classiques, des femmes beaucoup plus habillées déjà, beaucoup moins exhibitionnistes, et des messieurs par contre que l'on déshabillait de plus en plus. Bon, alors c'est sûrement qu'on a un ajustement, vous savez, un réajustement en fonction du lectorat, puisque au départ le lectorat de fantasy était essentiellement masculin dans les années 80, et il s'est beaucoup féminisé, et donc du coup on a cet équilibre qui s'est fait en rhabillant les demoiselles et en déshabillant un peu plus les messieurs. Ça c'est beaucoup mieux avec la série The Mixture. Si vous l'avez vu à la télé, on a beaucoup de messieurs très bien fait et pas très habillé. Donc voilà, c'est vraiment un rééquilibrage qui s'est produit. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on est dans un genre de fantasy, c'est pas juste esthétique, le fait d'avoir notamment des hommes musclés. C'est qu'on a besoin de ça. Par exemple, dans Albaston, j'ai un gars qui pourfend des crabons.
Je ne peux absolument pas mettre un papy de 80 ans avec un déambulateur. Ça ne serait pas crédible. Donc en fait, la fonction va déterminer le physique. J'ai besoin d'avoir un gars extrêmement musclé pour des raisons toutes simples de cohérence. Et peut-être sur le mâle, parce qu'on voit que les gentils sont plutôt beaux, et du côté du mâle, c'est pas toujours le cas, et c'est souvent plutôt l'inverse. Est-ce qu'il y a aussi une esthétique du mâle? J'aurais quand même tendance à croire qu'au contraire, les personnages antagonistes et malveillants sont souvent très séduisants. On parlait un petit peu plus tôt de la romantésie, c'est même une caractéristique déterminante de ce qu'on appelle les personnages moralement gris. Je parlais d'un palais d'épines et de roses, mais je pourrais sans doute aller prendre dans plein d'autres exemples. Au contraire, ils sont ténébreux, attirants. Pensez par exemple Kingfisher dans Cali Hart et son roman Quicksilver. Enfin, au contraire, ces hommes à la mèche noire dans les yeux, qui ont l'air mélancoliques et torturés, ils nous attirent parce que justement, ils représentent des fêlures, des blessures, et ils sont des hommes aussi qui ont beaucoup de charisme. Donc c'est intéressant parce que ça dépasse vraiment la question de la romantasy. Quand il y avait un des James Bond qui était sorti, il y avait eu avec Rami Malek notamment, il y avait eu une levée de bouclier disant que encore une fois le personnage vilain était représenté défiguré, brûlé, etc. Et donc il y avait eu une mobilisation notamment dans la communauté des personnes en situation de handicap pour dire il y en a marre qu'on soit en fait ces deux extrêmes-là, soit le personnage maléfique et très beau, quasiment diabolique. Si on remonte à la Renaissance, il y a plein de représentations de corps masculins très séduisant, puisque c'est dire que l'attrait du mal, il faut s'en préserver en sachant voir au-delà des apparences, ou alors ce sont des méchants qui vont être complètement défigurés pour dire que leur âme se déverse sur leur physique. Donc je dirais que c'est un peu toujours ces deux antagonismes-là, ces deux polarités-là, et il n'y a pas trop d'entre-deux. Le mal, au contraire, mal dans tous les sens du terme, le mal mauvais, mais le mal masculin aussi, généralement va quand même nous conforter dans l'idée qu'il est musculeux, viril, ténébreux. Et c'est en fin de compte la romantasy qui continue de brasser ce qu'on appelle des personnages byroniens. C'est vraiment l'archétype, si vous avez vu certains films de Fritz Lang, d'Hitchcock, ce personnage qui va être torturé, qui va regarder l'orage à sa fenêtre, tout en ayant voilà des habits très distingués et des cheveux dans les yeux. Ça reste des archétypes, oui aussi. Ça reste des archétypes assez persistants. Bah c'est là où c'est bon, ouais. C'est là où justement le vampire est intéressant puisqu'il a vraiment dans son iconographie. En fait, il suit l'évolution de la représentation de la figure satanique. C'est-à-dire que le Satan, tu as mentionné la Renaissance, avant la Renaissance, c'est une figure composite. C'est-à-dire c'est un assemblage de plusieurs animaux, êtres, etc. Et du coup, il représentait le chaos, il représentait la disharmonie, si l'on veut. Et ensuite, avec les romantiques, notamment anglais, dont Byron, bien évidemment, on passe sur cette idée d'un mal, d'une figure satanique qui devient plutôt luciférienne et qui a cette séduction malsaine, mais qui reste néanmoins, voilà, il faut s'en méfier, comme tu disais, c'est la beauté trompeuse. Et ensuite, la beat, enfin, on va dire, ça commence avec Interview with the Vampire de Anne Rice, on s'éloigne un peu de la fantasy, mais le vampire devient séduction pure. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette figure-là, c'est que malgré tout, dans la plus grande partie des récits, son corps, puisqu'on parle de corps, son corps reste problématique. C'est-à-dire que même, je pense à des incarnations au cinéma, comme un film de 1979 de John Badham, où le vampire est extrêmement séduisant, et à la toute fin, il est exposé au soleil et il devient horrifiant, parce que sa peau brûle, il a des cloques, il y a du pu, etc. Donc son corps fait toujours retour, en fait. Je pense aussi à la mini-série Dracula sur Netflix avec, comment il s'appelle, Claes Bang. Magnifique. Son corps fait toujours problème, son corps fait toujours retour. Et le vampire, il est vraiment, encore une fois, on s'éloigne de la romantasy, mais dans Dracula de Coppola aussi. Dans Dracula de Coppola, évidemment. Il est à la croisée, justement, de ce Gothic villain, c'est-à-dire le vilain byronien purement néfaste. Et à la croisée aussi du séducteur, mais il y a toujours un truc qui bloque chez lui, donc il y a vraiment quelque chose à aller creuser là. Je sais pas si chez les méchants vraiment de la romantasy, on a quand même ce truc problématique qui reste. Enfin, je sais dans ton roman, rien que le fait que bon, c'est pas un vilain, mais néanmoins il y a cette question du corps. À la base, c'est quand même une statue de pierre, et il devient cet homme-là. Donc il y a toujours un truc qui frotte un petit peu en fait.
Ben, c'est sûr, en général, quand on est vraiment dans le secteur de la romantasy et de la fantasy, un personnage qui incarne le mal, ça va suinter. Donc, on peut avoir une apparence fêlée, exactement comme le Satan du Moyen-Âge, qui est très beau pour des traits assez séduisants, mais conscient d'un un regard vicieux qui dit les choses, une voix de en fait, ça avec des. Donc, on a vraiment cette représentation-là, notamment dans la romantasy. Et après, pour aller plus loin, au-delà de la beauté du corps, on peut avoir des corps qui sont parfaitement normaux, chez les bons comme chez les méchants, mais il y a la question de l'aura. Et donc, c'est le dégât de la personne. Pour prendre l'exemple d'Alba Sloan, j'ai un personnage, c'est le Lothar. Je mets tout ce qu'il y a de plus banal selon mes critères de zoophiltrateur. C'est un gars qui a 35 ans, il a les cheveux noirs, il a les yeux noirs. On peut difficilement faire plus facile à trouver dans notre société actuelle. Et pourtant, c'est le roi des dragons. Il a une carrure, une prestance, une façon d'imposer le respect quand il entre dans une pièce, qui fait qu'il est extrêmement fascinant. Il est séduisant. Et parmi les lectrices, j'ai la team chevalier, les clubs Ludo. Donc j'ai la team blond aux yeux bleus et j'ai la team Lothar, la team peint aux yeux marrons. Et alors que sont définis comme des personnages finalement, qui sont, ils ont pas, vous savez, ce qu'on peut avoir parfois dans la fantaisie, les elfes avec les cheveux blancs et les yeux violets. Pas du tout. Ils sont parfaitement normaux, mais ils ont cette carrure, ils exercent cette fascination par leur façon d'être. Alors justement, on a parlé beaucoup. Ah, du coup, le son est vraiment fort aussi. On a parlé beaucoup de la romantasy et de ces personnages-là. Alors, quand je parlais de la transpiration du mal et de l'aspect physique de ces types décors dans le mal, je pensais plus à la fantasy. Je pense notamment à Gollum, dans Seigneur des Anneaux, qui a été complètement dévoyé par le mal, ou les orques qui sont construits et qui sont le mal et qui incarnent directement le mal. Donc, on a aussi cette double lecture qu'on peut avoir du côté fantasy, ou est-ce qu'on a une rupture entre les deux genres? Je suis pas spécialiste de fantasy, moi. Oui, c'est la continuité en fait. C'est la continuité parce que effectivement, dans les années 80, c'était vachement pratique. Parce que si un personnage était moche, c'est qu'il était méchant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la nuance parce que finalement, c'est une demande aussi de l'électorat d'avoir des choses plus approfondies, plus intéressantes. Donc avant, quand c'était les personnages dévoyés par le mal, c'était littéralement écrit sur leur visage. Et en gros, des sortes d'écossaises et une rouge subtile. Merci, théoriquement, on le voit en parallèle. Et même sur la figure du vampire, quand on regarde les différents films qui ont été faits, on avait les premiers films en manche de Nosferatu, où il n'est pas super sexy non plus. Non, alors Nosferatu, moi, c'est mon film absolu préféré, mon sujet de travail, etc. Ça va même au-delà du mal, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, et là j'ai parlé exclusivement de films et de musique, il y a une dynamique qui est liée à ces créatures-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une temporalité, il y a un mode de déplacement, un mode d'apparition qui vient renforcer cette idée, pas seulement du mal, mais de quelque chose qui relève de l'indicible, en fait. C'est-à-dire que c'est des figures qui vont venir concentrer, c'est pas juste le mal à éliminer, c'est toutes les interrogations qu'on a, sur lesquelles on n'a aucune réponse, tout ce qui relève de... Voilà, il y a un truc qui m'inquiète, j'arrive pas à mettre les doigts dessus, c'est concentré dans Nosferatu, et c'est traduit par la manière dont il se déplace, c'est traduit par les jeux d'ombre, c'est traduit par plein de trucs. Et ça se voit aussi dans l'écriture dans Dracula, dans le roman de Stoker, dont Nosferatu est une adaptation, on va dire, illicite. Il y a voilà, la figure maléfique du vampire surplombe le récit sans vraiment jamais y apparaître, ou de manière très sporadique. Je crois que quelqu'un avait fait une étude, le vampire apparaît, je crois, à hauteur de 14 ou 16% dans l'ensemble du récit, dans l'ensemble du roman qui fait 480 pages. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de la visibilité. Et c'est pareil, moi je suis pas experte de fantasy ni de romantasy, mais il y a peut-être quelque chose qui joue. Comment toi tu traites par exemple tes personnages maléfiques? Est-ce qu'ils sont au devant de la scène ou est-ce que tu les fais, tu les laisses un peu dans les coins dans ton écriture et puis tu laisses l'inquiétude planer? C'est pas que le corps en fait, c'est la manière dont il vient apparaître. Enfin, Et c'est vrai aussi, on maltraite pas mal les porcs dans le body horror, même si c'est pas tout à fait la thématique fantasy, etc. Et qu'est-ce qu'apporte cette vision aussi des corps torturés au niveau de l'horreur? Qu'est-ce que ça nous apporte dans ces échanges?
Alors là, c'est difficile de raccrocher les wagons parce que là, tu m'emmènes sur un sujet qui a rien à voir, rien à voir. Peut-être que pour rebondir et essayer de faire des liens avec ce qui a été dit, je peux te dire que de la même manière, dans le body horror, on peut avoir une grande ambiguïté sur un corps qui torturé peut aussi être séduisant. Et c'est là où un auteur comme Clive Barker, évidemment, a représenté un avant et un après, puisque lui, il nous montre que même la chair, quand elle est suppliciée, découpée, amputée, elle peut garder encore une forme de jouissance, d'érotisme, d'attirance. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est cette ligne de crête-là, où même l'abominable et le répugnant, le dégoûtant peut encore nous attirer, nous appeler dans ses bras. Mais autrement, je peux pas raccrocher les wagons du tout. Mais par contre, en t'écoutant, je pensais à la dark romance, parce que la dark romance, elle aussi, se pose la question de la représentation des corps et des apparences, et notamment des corps masculins, puisque c'est un peu de ça qu'on parlait depuis le début. Et là aussi, les mauvais garçons sont éminemment stéréotypés. Là où les jeunes femmes ont un petit peu plus de diversité et sont souvent mal à l'aise avec leur apparence, ont des complexes, et c'est à travers l'amour qu'elles arrivent à surmonter des petites fêlures, on va dire, personnelles. Au contraire, les hommes sont souvent très virils comparés à une armoire ou à un frigo. Il y a souvent des métaphores de cet ordre-là. Les cheveux dans les yeux, les cheveux noirs, beaucoup de tatouages, mais toujours des tatouages tristement clichés. Ça va être un loup qui hurle à la mort, la date de la mort des parents, une horloge, des roses, des oiseaux qui s'enfuient. Ouais, c'est une catastrophe, mais en tout cas, on voit que c'est une vision très archétypale qui doit pouvoir, d'un seul tenant, d'un seul coup de regard, résumer le caractère dangereux de ce jeune homme qui, en réalité, derrière ses beaux yeux bleus, cache une âme torturée et donc une possible rédemption. Mais là aussi, donc, tout comme la romantasy, il y a aussi des codes de représentation et des archétypes masculins comme féminins, mais qui sont là pas du tout pour appauvrir le récit. Ça, je pense que c'est, dans toute la littérature de l'imaginaire, c'est une idée qu'il faut combattre. C'est plutôt l'idée d'un espèce de pacte de confiance avec le lecteur, qui sait très bien qu'il va retrouver des personnages archétypaux, non pas parce qu'il y aura une faiblesse d'écriture, mais parce que ça permet d'avoir un petit peu comme pour une recette de gâteau, des ingrédients de départ qu'on connaît, et c'est là où ensuite l'auteur ou l'autrice vient nous étonner en prenant des voies de traverse, en s'aventurant dans des chemins qu'on pensait connaître par cœur, mais au contraire, ce mauvais garçon à moto, en fait, il a telle autre caractéristique qu'il ne peut pas être subsumé à son apparence. Et c'est là où voilà, ceux qui souvent fustigent la romance, la littérature d'imaginaire ne se rendent pas compte que, au contraire, ce sont des genres qui se construisent par l'intertextualité, par ce qu'on appelle pompeusement la transfiction, cette idée que c'est en fait des romans qui se discutent en groupe et qui se connaissent collectivement. Un auteur de romantasy, un lecteur de romantasy, de romance, de science-fiction, que sais-je, il a connaissance d'un macro-texte. Et c'est ce qui lui permet, en lisant un roman spécifique, de dire « Ah mais oui, ça fait écho à tel personnage et donc je vais m'attendre à ça, mais non, l'auteur ou l'autrice va me surprendre. » Donc les poncifs sont aussi là pour dynamiter un peu la lecture. Oui, complètement. Et bien ouais, je pense que c'est plutôt toi qui vas t'exprimer là-dessus. Mais pour revenir sur le vampire, je pense à la série True Blood, justement, où voilà, les vampires ont fait leur coming out, tout le monde sait que les vampires existent, etc. Donc on s'attend à ces archétypes, on s'attend à ces tropes de je vais devenir vampire, donc je vais devenir ma version Lux Maxé, voilà, super beau gosse, super belle gosse, etc. Et je pense en particulier à un personnage, on sait pas du tout ça ce qui se passe. C'est un monsieur qui est tout à fait normal, qui devient vampire dans l'espoir d'atteindre une espèce d'existence comme ça un peu sublimée, et finalement il vit exactement la même vie, mais il l'a vu la nuit, quoi, parce qu'il est vampire. Donc en fait, il regarde la télé et puis il s'ennuie tranquillement chez lui. Donc et ça, c'est un exemple parfait de je prends un code, je prends toute la parenté, on va dire constituelle qui vient derrière la figure du vampire. Je me dis bon, ce monsieur, je peux rencontrer tous les jours, va devenir une espèce d'être absolument magnifique, séduisant, etc. Et ben non, finalement, c'est juste quelqu'un de normal, mais qui fait ces choses normales la nuit. Et j'avais trouvé ça génial parce que on n'est pas non plus dans la parodie, mais on vient prendre le cliché et hop, on le subvertit. On vient prendre la figure maléfique et complètement au-delà de la normalité et on en fait quelque chose d'extrêmement commun, en fait. Dans quel but, je sais pas, je pourrais pas m'exprimer là-dessus. Bah voilà. En fait, c'est exactement ça. Vous avez tout dit, Amy, super bien. Et en fait, cette espèce de pacte avec le lecteur, ce truc de nous dire, voilà un cliché, je vous vends un cliché, et ben ça paraît gagner vachement de temps. Parce qu'un roman, c'est extrêmement courbe, et il faut aller vite. Donc si on vous vend direct le cliché, ben celui-là c'est le chevalier blanc, et celui-là c'est notre boy, et ben on gagne un temps extraordinaire, et derrière on peut développer le personnage.
Et justement, elle allait lui faire prendre cette petite votre à l'aise et le mettre là où on ne l'attendait pas. Et le rajouter cette petite caractéristique qui fait que, bien qu'il soit bâti sur réfléchi, il est parfaitement unique. Et qu'on va s'en rappeler toute sa vie. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du cliché. C'est le petit clin d'œil à la lectrice sur les corps. T'as vu? Sur laquelle je te parle. Et ensuite, d'aller dire. Et en fait, en plus, il a ça. Donc, ça permet un gain de temps sur le développement des personnages qui permettent d'en faire des personnages uniques. Et du coup, on a parlé du coup de ces différentes personnalités. Et en termes de, je cherche mes mots. Qu'apporte concrètement cette dimension surnaturelle? Parce qu'à la limite, on pourrait très bien faire juste une romance. Qu'apporte le côté surnaturel à cette histoire? Vaste question. Vas-y, commence, on prendra après. Le surnaturel, ce qu'il apporte, c'est une part des rêves. C'est-à-dire, qui n'a jamais rêvé de voler, qui n'a jamais rêvé d'avoir une super force, qui n'a jamais se téléporter. Hein? Et c'est ça qui fait que je rentre directement dans la magie. J'avais tellement que c'est sur moi. Et dans les pratiques d'écriture contemporaine, notamment aux États-Unis et dans l'auto-édition, le surnaturel, il apporte aussi une part de politique. Il y a notamment un sous-genre qui commence à arriver en France, notamment à la faveur d'un éditeur qui s'appelle HEA Édition. Et moi, c'est un genre que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Monster Romance. Et ce sont des histoires dans lesquelles des jeunes femmes, la plupart du temps, mais aussi des personnes non-binaires et des jeunes hommes, tombent amoureux ou amoureuses d'un monstre. Ça peut être un kraken, ça peut être un naga, un minotaure, une gargouille. Alors pas de vampire, parce que justement vampire et loup-garou, ça appartient plutôt au champ de la paranormal romance selon les étiquettes éditoriales. Et donc justement, dans ces cadres-là, penser le monstre et penser le surnaturel, ça va toujours être prétexte à penser des stratégies d'écriture qui touchent à l'inclusion et non à l'assimilation. Et un très bon exemple de ça, c'est une autrice qui s'appelle C.M. Nascosta, que vous pouvez retrouver sur Kindle Unlimited, et qui vraiment n'écrit que des métaphores politiques. Exemple très concret, son premier roman c'est Morning Glory Milking Farm. C'est une jeune femme qui travaille dans une ferme à masturber des minotaures et qui font des pilules de Viagra à partir de cette semence. Et en fait c'est une histoire très romantique, très papy gâteau qu'elle nous raconte. Et surtout elle nous parle de comment est-ce qu'on peut être accepté dans une société très peu tolérante quand on est différent, quand on est un minotaure, quand on ne fait pas la même taille que les autres, quand on est un monstre aux yeux des autres. Donc c'est intéressant de voir que cette littérature surnaturelle-là aussi, c'est devenu un espace pour tout un tas d'auteurs et d'autrices. Je parlais de Nascosta, on pourrait citer Katie Robert aussi, pour parler de différence, de marginalité, et la figure du monstre plus spécifiquement leur permet de parler de différence, d'inclusion et tout simplement d'essayer de promouvoir une société plus tolérante. Non, le surnaturel, oui, il est... En fait, je reviens sur le vampire, parce que c'est vraiment mon domaine et j'en ai pas d'autres. En fait, le vampire, il a été créé, et le cheminement depuis la naissance du vampire vers la Beatrix est super intéressant en cela. C'est encore une fois, on vient vers une littérature romantisée, une vision très romantisée de la créature, mais à la base, le vampire, c'est quoi ? C'est un cadavre problématique, encore une fois, qui est né au fin fond de l'Europe de l'Est. Bon, après, il y a eu des explications médicales, etc. Mais c'est techniquement un cadavre non pourrissant ou en cours de pourrissement qui se lève la nuit pour aller se nourrir de ses proches. Donc, c'est pas la créature la plus ragoûtante du monde. Et de voir son évolution vers cet homme ténébreux séduisant. En fait, le surnaturel, j'ai envie de dire, chez le vampire, passe pratiquement au second plan, quoi. Ce qui va vraiment se jouer, c'est cette idée de la tentation, la transgression qui devient finalement acceptée et acceptable. Et on rejoint, pareil, ce que tu disais, le monstre, entre énormes guillemets, qui devient finalement une créature de libération personnelle, une créature de je vais, et encore une fois, interview with the Empire, je suis ça et je vais être ça. Et je vais être ça à 150% et puis advienne que pourra, quoi. Donc, et le surnaturel, finalement, n'est presque qu'une excuse ou qu'un bonus dans cette optique-là. C'est vrai, j'avais une question autour de l'inclusion dans les littératures de romantaisie et de la romance. Aujourd'hui, comment on arrive, alors quand on a parlé sur la Monster, est-ce que on y arrive aussi aujourd'hui dans la romantaisie, comment on arrive à ouvrir sur les différences?
Bah oui, vraiment, c'est notamment le cas aux États-Unis, parce qu'en fait, ça va vraiment être des terrains qui vont être investis notamment par des auteurs et des autrices dans l'auto-édition et qui vont créer des mondes extrêmement complexes, notamment avec des transfictions qui vont se retrouver de roman en roman et qui leur permettent de parler de leur expérience partagée. Et donc c'est pas du tout de l'entre-soi, c'est pas de l'écriture communautaire, c'est au contraire utiliser ce dispositif narratif qui touche souvent à la romance, parce que l'amour, c'est vrai que c'est un invariant, c'est un sentiment universel qu'on peut connaître peu importe sa condition. Et ça va permettre en réalité de traduire leur expérience personnelle. Katie Robert est un bon exemple de cela. Elle a écrit de la romantasy, de la dark romance, des choses un peu sulfureuses. Et c'est en tant que personne non binaire queer à chaque fois qu'elle parle. Et elle essaye donc de donner de la représentativité à des questionnements sociologiques et politiques qu'elle traverse. Donc c'est vrai qu'on vit un moment que moi je trouve très excitant et très positif, parce qu'on est sorti en fait de l'horizontalité de la chaîne du livre. On a aujourd'hui une verticalité, on est dans quelque chose de beaucoup plus horizontal, où les lectrices sont aussi parfois autrices, sont prescriptrices et sont vraiment de véritables expertes de ces champs-là. Elles les connaissent parfois même mieux que les éditeurs, et elles sont donc en pleine capacité à la fois d'identifier des textes qu'elles aiment, mais aussi de produire des textes quand elles estiment qu'il y a des manques. Et c'était vraiment quelque chose qui m'avait étonnée quand j'avais fait ce travail d'enquête autour de la dark romance. C'est sur beaucoup de forums Facebook et Reddit, parfois il y avait des lectrices qui disaient moi, je sais pas, par exemple, je souffre de vaginisme, je n'ai jamais vu de personnage féminin qui traverse cette épreuve-là. Je me lance dans le travail d'écriture, non pas pour seulement catharsiser l'expérience, mais pour donner de la représentativité à des sujets qui sont tabous, interdits ou insuffisamment représentés. Donc moi, j'ai le sentiment qu'actuellement, on vit une période prospère et bénie, en fait, pour enfin donner de la représentativité et surtout redonner ces lettres de noblesse à la littérature sentimentale, notamment, qui pendant longtemps a été méprisée, conspuée, parce que pour des femmes et par des femmes, et donc nécessairement considérée comme mièvre. Ça ne veut pas du tout dire que le regard a totalement changé, venant des institutions de légitimation comme la presse, comme les journalistes, comme les éditeurs. Il y a souvent un mépris de place par rapport à la romance, il est persistant, tout comme les littératures de l'imaginaire pendant très longtemps, et c'est encore malheureusement parfois le cas. Et c'est vrai que c'est plutôt venant des autrices et des lectrices qu'il se passe quelque chose de très salutaire, je trouve, c'est qu'elles s'en emparent comme d'un un champ de bataille. En fait, je pense que le terme n'est pas trop fort. La littérature est un outil d'émancipation et elles s'en sont vraiment rendues compte, et donc elles font leurs armes en fait par l'écriture, et elles forment une communauté. C'est ça que moi j'ai trouvé assez fantastique, une communauté notamment en sororité pour les lectrices. C'est un safe place, elles prennent soin les unes des autres, elles écrivent des textes qui leur ressemblent. Et j'aurais adoré, moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, trouver cette espèce de bouillonnement intellectuel et communautaire. Je trouve ça super, en fait, ce qui se passe actuellement. Tu en parles incroyablement bien, ça vient à rajouter. Alors, je reviens sur un sujet. Tu parles beaucoup d'auto-édition, c'est de ça le site qui est en auto-édition. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la romantésine et la performance probablement et toutes les romans des insultes générales n'ont pas le terrain d'écoute qui correspond au public qui le lit? On est un peu hors sujet d'ailleurs, faisons-y plaisir. Je peux répondre. Alors ça, c'est évident. Quand on est chez un éditeur, on a des... Moi, je me rappelle, quand j'ai soumis mon premier roman, l'héroïne avait 28 ans. Pour ceux qui m'ont dit, c'était animé. Nous, avec 28 ans, on va à la première version, parce qu'elle devient quand même chef de section de gros service secret. C'était vraiment, il n'a là que 28 ans. Et l'éditeur l'a 28 ans. Comment c'est beaucoup trop vieux, 18 maximum. J'ai réussi à négocier le 20. Mais du coup, pour moi, une gamine de 20 ans qui devient chef de section à la DCRI, on saura, personne n'a trop cliqué, mais voilà, c'était vraiment des demandes des éditeurs. Et aujourd'hui, quand on écrit uniquement de la romance avec une héroïne qui est trop vieille, c'est-à-dire périmée, c'est-à-dire au-delà de 30 ans, et les éditeurs n'en veulent pas. C'est si simple que ça. Donc si on veut écrire des romances avec des demoiselles de plus de 30 ans, c'est forcément en indépendant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éditrices, notamment en romance, mais aussi en fantasy et en romantasy, qui s'affranchissent de l'éditeur parce qu'on a envie d'écrire ce qu'on veut en fait. On ne veut pas être stéréotypé avec des héroïnes qui sont trop jeunes pour ce qu'on veut leur faire faire. Oui, et c'est vrai que l'héroïne de 16 ou 18 ans qui n'a jamais vu de loup, parce qu'on est dans le tour naturel, etc. Ça va, c'est super quoi. On a envie d'écrire autre chose. On a envie d'écrire sur des héroïnes qui sont un peu plus âgées, qui ont déjà eu des expériences, qui ont des choses différentes, qui ont des goûts différents. Et ça, pour le moment, en France, c'est forcément en édition indépendante, parce que les grands éditeurs classiques, pour le moment,
n'en veulent pas. Mais ce qui est intéressant, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et ce qui est intéressant aussi, c'est que les éditeurs sentent le vent tourner. Et ce sont maintenant les premiers, en fait, à fureter sur Wattpad, Archive of Our Own, il y a moins de français, mais en tout cas, ils savent que c'est là où se jouent les prochaines pépites. Et donc, de fait, ils sont aussi très attentifs à ce qui se passe sur TikTok, sur le BookTok, pour repérer de futurs succès. Je parlais un petit peu plus tôt, notamment de Quicksilver de Cali Art. Il serait tombé dans les oubliettes si le BookTok n'avait pas dit, ce bouquin-là, il vaut la peine. Et les droits ont été rachetés un petit peu partout à travers le monde. Donc l'auto-édition, c'est dommageable parce qu'en France, elle a quand même assez mauvaise presse, alors qu'il y a des choses formidables. Pour Dark Romance, j'avais lu énormément de choses auto-éditées. Moi, je fais pas le distinguo. Il faut savoir que les autrices et les auteurs qui sont auto-édités ont des bêta-lecteurs, ont des relecteurs, ont des correcteurs, des relecteurs-correcteurs pour l'orthographe. Donc, il y a parfois un travail encore plus attentif qui est fait parce que c'est vraiment un livre qui leur ressemble. Et donc, de fait, ils se sont certes affranchis de la chaîne du livre d'une certaine manière, mais ça ne les empêche pas d'avoir le même engagement et le même talent dans l'écriture et dans tout ce qui doit succéder au bouclage du manuscrit. Donc c'est là où voilà, moi je suis très triste en tout cas que l'auto-édition continue d'avoir mauvaise presse, mais en tout cas parmi les lectrices, le regard change quand même. On le voit très bien parce que notamment grâce à Kindle Unlimited, qui est un modèle économique évidemment contestable, mais très intéressant notamment pour pouvoir se faire connaître, ça permet à des lectrices de se faire découvrir et d'avoir surtout une communauté fidèle qui ne va pas juste réagir à des buzz sur le BookTok, mais s'enticher de textes pour la valeur littéraire, pour le world building, pour l'univers et toutes ces choses-là. Donc, je veux pas prédire et faire de plans sur la comète, mais l'auto-édition est vraiment quand même en train d'être non pas concurrentielle pour le marché éditorial standard, mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans l'auto-édition et on le voit dans tous les festivals. On a aussi des stands, des personnes qui viennent avec les bouquins en auto-édition et fut un temps, on allait les reléguer au fin fond du festival. Maintenant, on considère, et à juste titre, que c'est une littérature tout aussi légitime qu'une littérature imprimée chez un éditeur. Oui. D'ailleurs, si vous allez dans les salons de romance, c'est extraordinaire parce que les autrices les plus demandées, celles pour qui les organisateurs sont obligés de faire des tickets, vous savez, des trucs, des entrées sur tickets, elles sont toutes indépendantes. D'ailleurs, j'ai apporté cette nuance qui commence à émerger, notamment sur TikTok. On fait vraiment la différence entre l'auto-édition, qui a vraiment, comme je disais, extrêmement mauvaise presse, et c'est un auteur débutant qui a fait son premier jet, il est très content de lui, il le balance sur Amazon sans relire, sans rien, et c'est ce qui continue malheureusement à donner le mauvais presse à l'auto-édition, puisque une couverture, ils les ont fait eux-mêmes avec Tate, voilà, donc c'est assez moche douille, et ils ont révolu, ce truc est porte, enfin c'est vraiment rien à sauver du banc. Et ce qui commence à émerger comme édition indépendante, c'est un auteur qui a écrit son texte, qui l'a fait relire à des gens extérieurs, qui l'a fait décalir, qui ont parfois même des éditeurs qui viennent, qui travaillent pour eux, et ils vont travailler un graphiste pour faire une couverture professionnelle, une maquettiste, etc., etc. Et donc on a vraiment des livres qui sont de qualité, de très haute qualité, parfois même supérieure à l'édition traditionnelle, parce que l'édition traditionnelle, malheureusement, avec les restrictions de budget, ça baisse aussi. Il y a beaucoup de copies, notamment dans les traditions faites à la va-vite. Donc, on commence à avoir une édition indépendante qui monte. Et, oui, bien sûr, toujours, parce que pas toujours, malheureusement, c'est un volume gagné par notre édition. Mais globalement, l'édition indépendante, lui, monte. Et pour certains secteurs, notamment la romance, est carrément concurrentielle avec les éditeurs traditionnels, notamment sur la qualité, mais aussi en chiffre le vite. Ok, on arrive sur les dernières minutes, je crois, déjà. Il nous reste 10 minutes, donc moi je voulais savoir si vous aviez des questions dans le public. Est-ce que vous voulez poser des questions? Non? Autrement, je rebondis sur quelque chose qui a été dit. Je voulais vous laisser un peu de temps aussi quand même. Par rapport à ce qui a été dit, vous avez parlé beaucoup qui est lié peut-être au type de texte qui a un intérêt pour l'esthétique des corps. Beaucoup de public féminin et de femmes qui écrivent dessus. On a tendance à penser que peu d'hommes lisent et écrivent autour des romances, de la fantaisie. Et ce qu'on perçoit aussi peut-être du monde de l'éditeur, c'est aussi ça. Est-ce qu'il y a vraiment un regard différent suivant le lecteur, la lectrice sur le texte? Vous l'avez ressenti dans les différentes études que vous avez pu faire ou les différents textes que vous avez pris? Non, je pense que ça c'est... Enfin, aujourd'hui, ça a plus court, heureusement, et je pense que tu vas me filer là-dessus certaines des
les plus belles œuvres que j'ai vues, notamment en body horror. Je pense à Poppy Bright, Le corps exquis, etc. J'ai fait un exposé dessus au collège. J'avais 13 ans. Ils ont interdit les exposés après mon exposé. Adolescente contestable, ok. Enfin, c'est une autrice donc américaine qui en plus écrivait quoi à la fin des années 90, début 2000. Donc elle était un peu chef de proue quoi. Et elle écrit du body horror, elle écrit du meurtre, elle écrit de la psychopathie, elle écrit de la torture et je pense que cette idée de... disons qu'il n'y a pas de perspective idéologique dans ce qu'elle écrit, du moins c'est pas explicite. Et cette idée de dire les femmes préfèrent lire et écrire des trucs un peu romantisés et les hommes par contre c'est en avant, on y va, la violence et tout, ça a plus lieu d'être. Enfin, même si on sort de la fantaisie, il y a qu'à lire Virginie Despentes chez nous pour s'en rendre compte. Moi, en tant que femme, je peux regarder des horreurs, je peux lire des horreurs, je peux écrire des horreurs dans mes articles, etc. Ça me pose aucun problème. Et personne ne m'en tient rigueur. Alors après, dans certains contextes, il y a quand même une histoire de... peut-être qu'il faut plus justifier. Peut-être que toi, tu l'as ressenti comme ça aussi. On va plus aller te demander, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Pourquoi tu t'intéresses pas à d'autres choses plus, je sais pas, douces ou c'est quoi? Enfin, les clichés sont encore là. Mais ça dépend de la perspective qu'on a. Enfin, ouais, non. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens pas comme ça. J'ai pas du tout je me suis débarrassée de ce codage. J'allais me dire, tel film ou tel bouquin a été fait par une femme, donc on va m'amener ce message, donc on va m'amener cette iconographie. Pas nécessairement. Par exemple, j'ai vu un film, Thanatomorphose de Eric Falardeau, mais qui est extraordinaire, et il va tellement loin dans l'écriture de l'intime du corps, dans l'écriture du trauma féminin, du corps abusé, etc. On le regarde, on se dit c'est fait par une femme qui a vécu ces trucs, qui connaît son corps, qui sait exactement l'effet que les choses qui sont décrites font, etc. Donc c'est en fait cette binarité-là, c'est même au-delà de la binarité, finalement la question du genre, du sexe, parfois on s'en fiche, c'est plus le propos quoi. Ouais, je recommande vraiment Thanatomorphose parce qu'il est dur par contre. Oui. Ne le regardez que si vous aimez déjà le body horror. Il est lourd, mais il est magnifique. Je vais totalement dans ton sens. Et il y a quelque chose aussi, là, tu parlais de la transformation du vampire, il y a aussi quelque chose de la dégradation du corps. Enfin, si vous avez vu des films comme Starry Eyes, notamment, il y a vraiment quelque chose de son corps. Elle perd ses cheveux, elle perd ses ongles. Il est magnifique, il est très beau. Et Eric Falardeau a aussi écrit un très chouette bouquin sur les fluides dans l'imaginaire. Et voilà, je vous le recommande aussi. Et petite anecdote, alors en France, Poppy Z. Bright est encore édité sous le nom de Poppy Z. Bright, mais il a depuis fait une transition de genre. Et donc son nom aujourd'hui est Billy Martin. Et ce qui est pas inintéressant quand on relit ses textes, comme Corps exquis, effectivement, et toutes ces nouvelles de vampires que je pense que tu dois connaître aussi, ces Eros vampires. Il avait dirigé des anthologies vampiriques que j'avais lues en cachette quand j'étais adolescente, des histoires érotiques de vampires très chouettes aussi. Et oui, je vais totalement dans ton sens. Je lancerai juste pour le cas spécifique de la romance. C'est vrai que la réception de la romance reste un peu genrée, ce qui ne veut pas du tout dire que cette réception genrée ne dynamite pas les codes, parce qu'au contraire, la réception genrée fait que beaucoup d'autrices, puisque oui, la romance est majoritairement écrite par des femmes cis la plupart du temps, mais elles vont justement jouer avec les identités de genre, avec les orientations sexuelles, avec toutes ces questions-là pour essayer de dynamiter les codes. Donc c'est pas du tout gardons des identités genrées patriarcales et confortons l'hétéronormativité. Au contraire, il y a des choses très dynamiques et très intéressantes qui se passent, mais il faut bien le dire que dans le champ de la romance et plus spécifiquement de la dark romance, oui, ce sont en grande partie des femmes qui en écrivent et des femmes qui en lisent. Alors qu'aux États-Unis, on a aussi des hommes qui écrivent de la dark romance et qui ont la particularité amusante d'être des dominateurs en fait BDSM. Et donc pour eux, l'écriture de la dark romance, c'est un prolongement de leur pratique de dominateur pour s'inventer des fictions en fait, tout simplement. Et je vais juste, alors je suis d'accord avec tout, donc je vais pas tout redire. En fantasy, globalement, on ne fait absolument pas la différence entre un texte écrit par un homme et un texte écrit par une femme. Et la fois, pour le dernier que j'ai lu, je fais assez rarement attention à qui écrit le roman parce que, bizarrement, même en tant qu'autrice, ça ne m'intéresse pas de savoir qui a écrit le roman. Donc j'étais en train de dire ce roman et là je tombe sur cette phrase « Destruction d'une femme, lambda, qui passait dans la rue. Malgré ses 30 ans passés, elle était en bordel. » Est-ce que je pense qu'on va l'écrire par un homme? Est-ce que c'est Yann Moix qui a écrit le bouquin?
et même etc. Donc parfois, sur des petites phrases comme ça, on sait que ce n'est pas une femme qui a écrit ce roman. En termes de conclusion, j'aimerais que vous nous donniez une recommandation si on ne connaît pas la fantaisie ou la romantaisie. Quel est, pour vous, le bon titre par lequel commencer? Aucune idée? Là, franchement, aucune idée. Parce que Pour les vampires, pour les vampires, Nosferatu, rien à voir, mais Nosferatu, enfin, c'est vraiment Nosferatu même, on peut aller jusque-là. Celui de Murnau et puis celui de Herzog avec Klaus Kinski qui est extraordinaire. Où là, on a plus le côté romantisme noir. On n'est plus dans vraiment la figure ultra maléfique. On a quelque chose, une espèce de romantisme avec un grand R qui vient déjà se diluer, ouais. Mais c'est pas ouais, on est clairement pas dans la fantaisie ou la romantaisie, quoi qu'il en soit. Pour la romantaisie, mais je pense que tu feras aussi une recommandation. Taking Fisher, que je vous avais cité un peu plus tôt, elle a publié Nettle and Bone, qui est très bon et qui est très représentatif de sa plume, c'est-à-dire des personnages très attachants, qui ont des hobbies, qui ont des lubies. Il y a une histoire d'amour mignonne, mais c'est pas forcément ça qui définit toute l'intrigue. Donc Kingfisher, vraiment incontournable. Et si vous lisez l'anglais, lisez sa série Saint of Steel, que moi j'adore. C'est un peu mon péché mignon. Je vous en dis pas trop, mais c'est dans un monde vidé de Dieu, Dieu au pluriel. Et il y a des histoires d'amour avec des paladins chevaliers. C'est super cool. En dark romance, j'ai beaucoup aimé Memento Mori de Lily De Gagne et Eni Eli, que je vous recommande vraiment. C'est une relecture féministe de l'affaire Harvey Weinstein et comment est-ce qu'on peut guérir des violences sexistes et sexuelles. C'est un texte engagé superbement écrit. Et en body horror, c'est vrai qu'on a cité Poppy Z. Bride qui est incontournable. Moi, mon chouchou, c'est Eric Larocca. Je le recommande toujours, mais public très averti. Si vous n'aimez pas le sang, l'automutilation et les romans perturbants, ne le lisez pas, sinon ce sera de ma faute, les cochons. Je peux prendre 10 secondes de promo? J'allais la faire, mais vas-y. Alors, parce qu'en fait, quand Alan m'a demandé lequel de mes romans serait le plus approprié pour cette table ronde, j'ai tout de suite donné Salamandre et Dragon, puisqu'en fait, le chevalier pourfendeur de dragons, pour pourfendre les dragons, il est humain, mais pour pourfendre les dragons, il se transforme en dragon. Donc c'est vraiment cette idée de, pour combattre le monstre, on va chercher le monstre qui est en nous. Et ça, j'aimais vraiment particulièrement cette idée. Merci beaucoup. Alors ça c'est marrant parce que je lis Kingfisher et je l'aurais pas assimilé à la romantaisie. C'est que moi j'ai découvert la romantaisie, les essences qu'on a eues. Donc voilà, c'est intéressant de voir que ça s'y réfère. Donc je vous remercie toutes les trois pour ce temps-là. Désolé pour les déviations, ça n'a pas suivi tout à fait ce qu'on s'était dit. Je vous invite à rejoindre Roxane et Fleur, mais aussi Céline, peut-être que tu vas traîner aussi un peu sur le stand. Non, pas sur le stand. Sur le stand, vous allez pouvoir découvrir Salamandre de Dragon, entre autres, puisqu'il n'y a pas que ça sur le stand. Dark Romance, guide amoureux chez les éditions Boiteur, qu'il faut connaître, hein, ils sont quand même exceptionnels. Et Génération Body Horror aussi, qui vous apprendra pas mal de choses. J'ai pensé pour l'annonce, j'adore ces films, aux éditions ActuSF. Merci encore. Pour moi, ça a été un plaisir. Merci beaucoup.